Bienvenue dans les prods de l'UPA Lanaudière, le balado qui explore un sujet en lien avec l'agriculture à chaque épisode. Ici, on donne la parole aux acteurs du secteur agricole, issus de différents domaines pour partager leur expertise, leur expérience et leurs idées. Préparez-vous à découvrir un nouveau regard sur l'agriculture, un sujet à la fois. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du balado. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je suis présentement au colloque high-tech. La Repentigny est un événement qui revient annuellement, qui est organisé par la zone high-tech. Et dans le fond, le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter différents intervenants qui vont vous aider un peu à mieux comprendre la mission de Zone High-Tech, à quoi il sert, quel genre de projet peut être mis en place. Donc, bon, évidemment, vous aurez les intervenants un à la suite de l'autre dans ce balado, mais moi, je vais profiter de cette journée-là pour un petit peu recueillir des témoignages et vous les présenter. Donc, épisode un petit peu spécial, j'espère que vous allez apprécier tout autant. Donc, c'est parti! Oui, et désolée, avant de continuer, dans le fond, je tiens à préciser que je suis présente à l'événement, donc ça se peut que le son ne soit pas aussi bon que les épisodes de balado précédents, puisque c'est avec un micro que je tiens le plus proche possible des intervenants, mais on est quand même dans un événement où il y a du bruit en fond, là, donc j'espère que vous allez quand même bien entendre les propos de chaque personne. Donc, c'est parti! Donc, je suis présentement avec M. Sébastien Nadeau, qui est maire de l'Assomption, mais pas juste maire, il est aussi président de la zone high-tech, donc on va profiter de son expertise pour lui poser quelques questions. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la zone high-tech? Oui, la zone AgTech, dans le fond, AgTech, c'est la contraction des mots agriculture et technologie. On a eu cette idée-là en 2018. On sentait qu'il y avait un besoin de repositionner notre façon de produire la nourriture. On parlait de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire. On voyait aussi tous les défis environnementaux par rapport à l'introduction de l'importation de produits. La majorité de ce qu'on mange est importé au Québec. Alors, c'était de voir de quelle façon on pouvait devenir plus autonome. C'était donc un avantage environnemental, un avantage économique. Puis surtout, je pense que les gens aussi sont de plus en plus sont concernés par la qualité de ce qu'ils mangent. Des aliments moins transformés, de connaître l'origine des aliments, de savoir est-ce que c'est sans insecticides, sans pesticides, est-ce qu'il y avait un respect environnemental dans la façon de produire. Alors, la zone AgTech a été fondée dans ces objectifs-là. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe des entreprises qui sont dans le monde des technologies d'agriculture, pour améliorer les façons de cultiver, puis rapprocher la production du consommateur. C'est quoi que vous faites concrètement comme action avec la zone high-tech? Nous, en fait, là, on est rendu à plus de 250 membres. C'est qu'on regroupe des entreprises qui ont cette vision-là, qui veulent participer à cette vision-là. Et notre rôle ensuite, c'est d'être des facilitateurs pour qu'ils arrivent le plus facilement possible, le plus rapidement possible au marché. Il faut savoir que les AgTech, c'est un défi qui est mondial. On n'est pas le seul pays à se concentrer là-dessus. Nous, ici, maintenant, on est au Québec, on est un centre d'innovation reconnu. On va d'ailleurs à l'Assomption le centre d'innovation en agrotechnologie et agro-scientifique. Donc, c'est un volet scientifique, mais un volet technologique dans la recherche, dans la façon d'accélérer les choses. Et donc, le but, c'est quand une entreprise témoigne d'une idée ou qu'un agriculteur a un besoin, nous, c'est créer le contact entre les deux et de s'assurer que les deux s'entraident. Parce que vu que c'est tout jeune comme industrie, c'est pas encore des entreprises qui sont bien implantées et tout ça. On est vraiment en début de cycle comme l'IA, si on veut, en 1995. On en parlait sans trop savoir ce que c'était, mais les AgTech, c'est un peu ça aujourd'hui. Puis nous, on prétend que dans 20 ans, les technologies vont être beaucoup mieux intégrées à la production agricole. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de mettre en contact les entreprises qui ont les concepts, qui ont les idées, qui ont la technologie, les agriculteurs qui ont besoin, puis ensuite les faire travailler ensemble, puis parfois même en subventionnant l'interaction entre les deux, pour justement que ça soit tout le monde, vu qu'on va expérimenter ensemble, qu'on va devenir bon ensemble, aidons-nous. OK. Là, c'est sûr que la technologie n'a pas de frontières, mais est-ce que vous vous concentrez juste sur la Lanaudière ou est-ce que vous y allez le Québec au complet?
Ben, c'est-à-dire nos membres viennent de partout au Québec, même du Canada, même de d'autres pays. Il y a des pays, des entreprises du Maroc qui sont avec nous autres, des pays de... Lorsqu'on constate qu'il y a une technologie qui est développée, c'est sûr que notre volonté à nous, c'est d'amener leur investissement vers le Québec, puis que le Québec devienne leur porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. C'est vraiment du développement économique qu'on veut faire. C'est la cible qu'on a. Mais ces entreprises-là, lorsqu'ils sont complètement uniques, bon, on va les accepter au sein de la zone AgTech. Tout ce qui peut venir contribuer à améliorer la façon de produire, dans les objectifs qu'on a précédemment nommés, ben, on est très accueillant. Parfait. Puis dans le fond, c'est quoi les avantages si moi je suis un producteur puis je veux participer à la zone high-tech? C'est quoi les avantages que j'ai à devenir membre? Ouais, ben, un agriculteur, c'est une entreprise à la base qui va chercher le maximum de productivité avec le moins de pertes possible, avec le moindre investissement possible. Donc, c'est de réduire nos coûts, c'est d'améliorer notre production. Alors, nous, dans le fond, je pense que par les technologies, on est capable d'accélérer ça, de supporter l'agriculteur. Donc, l'agriculteur, dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a une opportunité, même quand il est rendu à faire il y a un équipement qui est en fin de vie, avant de faire, je pense, le renouvellement de cet équipement-là qu'il possède depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, bien, c'est peut-être de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Vous savez, dans la zone AgTech, les associations de production, que ce soit les maraîchers, les petits fruits, que ce soit les producteurs du lait, les producteurs de porc et tout ça, sont membres de la zone AgTech. Donc, sont en l'affût des technologies. Eux-mêmes, c'est des promoteurs de se dire, as-tu pensé à faire telle chose de telle façon? Je pense que moi, j'ai toujours la perspective que n'importe qui tente d'améliorer constamment son entreprise. Dans le fond, la zone AgTech devient une porte d'entrée, une personne contact, un groupe contact pour dire, y a-t-il d'autres façons de faire? Ou des fois, c'est des admis de culture, ou des fois, c'est des... Par exemple, il y a un défi soudain qui apparaît, j'ai un champignon qui est apparu sur mon produit. Bien, on est capable de se dire, y a-t-il une façon d'interagir? On répond aux défis de la main-d'œuvre aussi. On sait que la main-d'œuvre est un enjeu important dans le monde de l'agriculture, mais la technologie, des fois, peut remplacer 1, 2, 3 employés. Donc, qui ne demandera pas de logement, qui ne demandera pas de soutien autre qu'une relation employeur-employé. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut, je pense, favoriser. On a tous besoin de s'entraider. Mais dans le fond, c'est ça la précision que je voulais apporter, c'est que vous êtes la solution sur la technologie, mais vous répondez à plein de problèmes qui ne sont pas nécessairement une technologie. Comme vous le dites, la main-d'œuvre, à la base, c'est pas une technologie, mais vous, les solutions que vous allez proposer, c'est quelque chose pour faciliter la vie et essayer que ça coûte le moins cher possible à l'entreprise, finalement. C'est exactement ça. Puis en plus, nous, les entreprises, on a des professionnels qui travaillent autour de la zone, on a des programmes on a des financiers, même chose pour les agriculteurs. Donc, des fois, quand il y a une opportunité d'affaires, quand il y a un projet, ce qu'on vient faire, c'est mettre ces gens-là en contact, c'est de les supporter. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est que les entreprises qui travaillent dans la zone AgTech restent concentrées sur le développement de l'opportunité. Okay. À ce moment-là, puis la zone AgTech, ben, autour de ça, il y a des professionnels, que ce soit des notaires, des avocats, des fiscalistes, on est capable de les faire travailler sur d'autres actions pendant que le producteur ou l'entrepreneur se concentre sur son produit, aille le plus vite possible au marché et devienne un leader non seulement au Québec, mais à travers le monde. Et là, la zone AgTech aura non seulement aidé un producteur puis une entreprise locale, mais aura aussi aidé le Québec à se positionner dans le monde des AgTech, qui est un monde pertinent dans l'avenir. C'est un beau créneau économique qu'on tente de positionner le Québec. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement du Québec a fait de nous un centre d'innovation. Puis aujourd'hui, on est rendu le plus gros hub canadien en AgTech. Donc, c'est en 6 ans, le travail qui est accompli, c'est assez impressionnant. On a cette reconnaissance-là. Puis donc, aujourd'hui, on a des appels de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, qui entendent parler de nous autres et qui se disent comment je peux faire pour m'intégrer à ce réseau-là. Okay. Donc, c'est une belle opportunité. Parfait. Puis là, on a parlé évidemment des avantages en tant que producteur d'adhérer à cette initiative. Mais c'est quoi la différence pour un producteur de dire je vais venir faire affaire à Zone AgTech plutôt qu'avec une autre entreprise qui offre une technologie en particulier ou plusieurs technologies? Bien, vous savez, vous pouvez magasiner une entreprise à la fois ou appeler les consultants de la zone AgTech et dire j'ai tel défi, j'ai tel. Puis à ce moment-là, eux vont vous référer un bouquet d'entrepreneurs qui pourraient peut-être faire partie de la solution. Donc, on vient vous aider dans ce magasinage-là à préciser les besoins, à préciser l'investissement, peut-être même à supporter l'investissement. Fait que c'est un peu ça. Hein? Dans le fond, on devient des consultants pour dire ben moi j'ai tel enjeu, puis comment je peux le régler. Ben, au lieu de faire moi-même mon démarchage, une entreprise à la fois, ben faisons affaire à un réseau. Puis le réseau va nous aider à préciser le plus possible notre besoin. Parfait. Puis dans le fond, les producteurs qui adhèrent après, qui testent des technologies, ils font partie du réseau, puis peuvent devenir des références aussi, j'imagine, à d'autres entreprises qui vont vouloir participer par la suite. Là. Bien souvent, ça devient nos meilleurs promoteurs. Hein? Les gens, parce que puis on perçoit que
l'agriculteur a souvent une réserve à se dire, ah, ben, c'est pas des gens qui sont dans mon monde, puis c'est pas des gens qui. Ben, au contraire, lorsqu'il y a un maillage qui est fait, qu'il y a une cellule qui est créée entre deux partenaires, ben, l'agriculteur, bien souvent, devient la personne qui se dit, j'aurais pas pensé à ça. Ou c'est pas une voie que naturellement j'aurais choisie. Ben, ces gens-là, souvent, ben, sont appelés à témoigner, sont appelés à partager, puis deviennent nos ambassadeurs. Parfait. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui veut qui veut participer, que ce soit un producteur, mais d'ailleurs juste une entreprise globalement, peuvent juste contacter la zone high-tech, puis ils vont se faire prendre en charge par un conseiller, puis il va y avoir des discussions après par la suite pour les différents besoins. On va aider à préciser le besoin, puis ensuite de ça, on va tenter de guider le mieux possible pour que ça soit le plus efficace comme démarche. Parfait. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'une problématique n'ait pas nécessairement de solution parce que c'est encore trop niche, puis que ça fait en sorte qu'il y a des idées qui naissent, puis qu'après, il y a d'autres pistes de solutions qui sont mises en place? Bien, ça va toujours arriver, et tant mieux. Puis le but d'une zone d'innovation, c'est justement de se dire, ben tel créneau, il n'est pas exploité, puis il y a un besoin. Donc, après ça, dans le réseau qu'on a construit, dans le réseau d'entreprises, de dire, ben on est capable d'identifier aux entreprises, de dire, il y a tel besoin dans telle niche. Puis là, peut-être ces entreprises-là vont se mettre à investir. Ça fait qu'à un moment donné, il n'y a rien de mieux qu'au lieu de dire au terrain ce que vous avez besoin, que le terrain dise à la technologie ce qu'ils ont besoin. Donc, nous, c'est ce qu'on tente de créer comme collaboration. T'sais. Puis, le but d'une zone d'innovation, c'est justement de dire, il y a un besoin, la technologie n'existe pas, comment est-ce qu'on va accéder à la technologie? Fait que dans le fond, vous invitez tout le monde à participer, même s'ils pensent que peut-être il n'y aura jamais de solution. Finalement, ça va juste s'ouvrir à des discussions, puis peut-être que la solution ne sera pas dans un an, mais c'est pas grave, au moins, ça va partir la roue, on va dire. Tout le monde gagne à collaborer. Hein? Puis à quelque part, l'agriculteur va gagner dans sa production, peut-être dans la réduction de ses dépenses ou dans peu importe dans ce que c'est. L'entreprise en technologie va avoir développé sa technologie, mise en application, testé son produit. Les deux auront été supportés. Puis ce que ça fait, c'est que le Québec devient un producteur qui est plus compétitif ensuite parce que l'agriculture, ça ne se gère pas par ferme, hein, ça se gère par marché. C'est des prix à la tonne, c'est des prix. Fait que si on sait que le Québec a une capacité de production qui est plus forte, qui est plus agile, qui est plus éco-responsable, ben au contraire, notre produit prend de la valeur. Ça devient une opportunité pour l'ensemble du marché. Fait que c'est pas du one-on-one. Il faut travailler en industrie, que ce soit en technologie, que ce soit en agriculture. C'est vraiment de collaborer pour dire comment est-ce qu'on positionne le Québec ensemble. Bon, ben c'est parfait, génial. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je suis présentement avec deux personnes du MAPAC. Je vais leur laisser se présenter. Ça va être un peu plus simple pour vous de comprendre c'est quoi leur rôle au sein de l'organisation. Donc, Monsieur Gingras, on peut commencer avec vous? Oui, mon nom est Mathieu Gingras. Je suis directeur régional au MAPAC pour Montréal, Laval, Lanaudière et aussi directeur territorial qui couvre aussi les Laurentides. Parfait. Puis vous, Monsieur Louardani? Bonjour, moi c'est Mourad Louardani, je suis agronome conseiller en sériculture et en agriculture urbaine. Puis j'ai aussi le mandat des agri-technologies pour la direction territoriale Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides. Parfait, bien génial. Merci beaucoup d'être présent pour le balado. Donc, première question, on va mettre les bases. Dans le fond, c'est quoi le rôle du MAPAC dans la zone high-tech? Dans le fond, dans quoi vous vous impliquez au niveau de ce projet-là? Le rôle du MAPAC dans la zone AgTech et plus largement, c'est un rôle central qu'on joue dans l'innovation. Puis c'est basé sur notre politique bioalimentaire. On a des objectifs dans notre politique bioalimentaire qui est gouvernementale de favoriser la collaboration et l'innovation. Donc, de là, le lien avec la zone AgTech, qui est un lieu de collaboration et d'innovation pour réunir les producteurs agricoles. Parfait. C'est quoi les priorités finalement du MAPAC en termes d'innovation? Là, vous venez de dire que vous vous impliquez, mais c'est quoi les grandes lignes finalement sur ce que vous travaillez en ce moment? Dans le fond, notre implication, de façon globale, on s'implique, à travers des collaborations avec des partenaires comme la zone, pour accélérer le déploiement, des solutions et à renforcer leur adoption sur le terrain. On s'implique aussi à travers différents programmes offerts par le MAPAC pour l'adoption, des agri-technologies. On offre aussi de l'accompagnement techniques directes aux entreprises, incluant l'organisation de journées de démonstration, le transfert de connaissances et le soutien au processus d'implantation, par exemple un diagnostic des besoins ou des priorités avec le producteur, etc. Puis
Pour ce qui est de nos priorités en MAPAC par rapport basant sur la politique bioalimentaire 25-35, on a deux principales ambitions, c'est de développer le secteur, un secteur prospère et durable, accélérer l'innovation dans le secteur bioalimentaire. Pour atteindre ces deux ambitions-là, on mise sur la collaboration et l'innovation. Puis de ça découlent deux priorités principales qui sont accroître la performance des entreprises, aussi accélération d'une transition vers des pratiques favorables à l'environnement. Puis pour réaliser ces deux priorités-là, le MAPAC met en place un plan d'action qui se traduit concrètement par l'accélération de l'adoption des nouvelles technologies, le virage numérique, l'appui au transfert de connaissances, puis stimuler des investissements en recherche. En réalité, notre intervention comme ministère et à travers des collaborations comme celle qu'on a avec la zone AgTech, elle émane vraiment des besoins réels des entreprises, car ces besoins-là, elle émane des priorités définies par les entreprises telles que actuellement avec la zone, ces priorités, elles sont sorties des priorités des 5 associations qui sont membres de la zone AgTech. Parfait, je comprends. Si, par exemple, les producteurs veulent avoir accès à certaines innovations ou discuter tout simplement, est-ce qu'ils doivent contacter le MAPAC, la zone, les deux? Est-ce que vous avez un lien directement de collaboration avec la zone? C'est toutes ces réponses. D'un sens, ils peuvent OK. contacter directement le MAPAC, toutes les entreprises, les orienter, puis on organise des activités de transfert de connaissances, comme Mourad a mentionné. Fait qu'on peut déjà faire du maillage aussi auprès d'autres ministères et organismes au OK. Québec, comme le ministère de l'Économie, Innovation et de l'Énergie, que l'innovation. Nous, on peut faire des contacts avec d'autres ministères et d'autres organisations publiques. Et ils peuvent aussi passer par la zone AgTech, qu'eux sont vraiment ils ont un mandat du gouvernement du Québec pour faire de l'innovation et s'assurer que les besoins d'innovation du secteur agricole répondent aux besoins du secteur agricole. Ils peuvent aussi passer par la zone agricole, puis ils peuvent aussi par la zone, puis des fois aussi ils peuvent passer par les deux en même temps. Nous, on est plus un organisme qui va être sur le fond, on va s'assurer de maillage et collaboration. La zone, par son mandat, elle est plus vraiment essayer de développer puis de mailler les manufacturiers avec les besoins de l'écosystème. Parfait. Dans le fond, c'est plus clair. Au moins, on le sait que peu importe vers qui on se retourne, finalement, on va avoir un service à ce niveau-là. Ouais. On a entendu parler aussi d'un nouveau projet Défi Agri-Tech Lanaudière. On en a discuté vaguement au colloque, mais est-ce que vous avez plus d'informations à nous fournir sur ce nouveau projet-là qui est mis en place? Le défi AgTech Lanaudière, c'est un projet lanaudois qui est fait par la zone AgTech. Il y a du financement qui vient du MAPAC et qui regroupe aussi plusieurs partenaires alentour de la table, dont les services économiques des MRC. Le but, c'est de trouver 10 entreprises lanaudoises, 10 fermes, avec des enjeux technologiques. La zone va les accompagner pour justement essayer de trouver un équipementier québécois qui puisse trouver la technologie qui répond à leurs besoins. C'est vraiment un projet concret pour les producteurs lanaudois pour qu'il y ait des retombées chez eux, mais pas uniquement chez eux. C'est aussi par la suite, il est prévu de faire des vitrines ou des activités de transfert de connaissances pour l'écosystème lanaudois puisse en bénéficier. C'est un projet qui s'adresse aux producteurs lanaudois. Peu importe les productions, la plupart des productions sont ciblées. OK. Puis, il y a aussi, ça s'applique dans l'ensemble du territoire de la mondiale. OK. L'objectif du projet, là, en plus de faciliter l'implantation chez le producteur, on va, à travers les ententes qu'on va avoir avec les 10 entreprises sélectionnées, on va organiser des journées de démonstration dans un contexte réel, pratique chez les producteurs pour faciliter l'adoption des technologies par la suite pour l'ensemble des secteurs, mais aussi favoriser l'effet d'entraînement là, pour le reste des entreprises lanaudoises. C'est vraiment les 3 objectifs qu'on vise à travers ce projet-là. Parfait. Est-ce que, vous dites des technologies, est-ce que vous avez certains exemples en tête pour illustrer un petit peu à quoi ça peut ressembler? Ou on y va vraiment avec les besoins des producteurs, puis après, on s'adapte un petit peu en fonction de ça?
Ouais, à la base, c'est vraiment les besoins des producteurs, mais OK. par exemple, ça pourrait être pour la phytoprotection, s'il y aurait des besoins, la cueillette aussi, des fois de l'automatisation. C'est vraiment basé de recréer le besoin des producteurs eux-mêmes, mais Mourad pourrait donner probablement quelques technologies. Comme exemple, on veut s'assurer que le besoin vienne des producteurs eux-mêmes, donc on est OK. ouvert à recevoir leurs besoins technologiques. Ouais, dans le fond, comme je l'ai mentionné, l'ensemble des secteurs, les grandes cultures animales, acéricoles, maraîchers et serres, on ne vise pas nécessairement des technologies bien précises pour nous laisser une marge de manœuvre assez Mhm. grande, mais on vise des priorités. Là, on a 5 priorités définies dans le cadre de ce OK. projet-là. La première priorité, c'est pénurie de main-d'œuvre. La deuxième, c'est la gestion de l'eau. La troisième, c'est le gain de productivité puis du temps. La troisième, diversification des cultures ou nouvelles productions. La cinquième, c'est l'adaptation au changement climatique et environnemental. C'est vraiment les technologies qui viennent répondre à ces cinq OK. priorités-là qu'on va viser, là. Parfait, je comprends. Tantôt, vous avez discuté, vous aviez dit que vous mettiez en place des activités de transfert de connaissances. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet-là? Dans le fond, on regarde là, les nouvelles technologies, puis les technologies qui répondent le mieux aux besoins des priorités de producteurs, comme je l'ai mentionné. Puis on en a fait quelques-unes là, sur le territoire. Puis dans la Naudière, on en a fait là, où on est en train de préparer, par exemple, avec d'autres partenaires, des démonstrations sur l'utilisation des drones pour les cultures de couverture. Ça, c'est un exemple là, de genre de transfert de connaissances. Puis l'objectif de ces journées-là, c'est vraiment d'aller chercher un témoignage réel d'un utilisateur du drone. C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce qui peut être un frein? C'est quoi le retour sur investissement quand on met de l'argent? Puis comment qu'on puisse aller chercher? C'est quoi le processus qu'un producteur, une entreprise euh, peut enclencher pour adopter de façon réussie une nouvelle technologie sur l'entreprise. Parfait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques informations sur l'entente régionale qui est en lien avec, j'imagine, la zone high-tech. Oui, ben, c'est sûr qu'on a une entente qui a été conclue. Ben, on a une entente régionale qui regroupe les MRC, Mhm. le ministère, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, et l'UPA. Il y a aussi OK. Tourisme Lanaudière qui est présent comme signataire. C'est une entente qui touche différents secteurs. Il y a le secteur de l'agrotourisme, il y a le secteur de l'agro-environnement, puis il y a le secteur de l'innovation. C'est vraiment OK. le volet avec la zone, c'est le volet innovation de cette Mhm. entente-là. Puis le but, c'est que les partenaires municipaux, provinciaux, que MAPAC et la Fédération des producteurs et productrices agricoles de la Naudière, ben, le but, c'était vraiment de créer un projet pour répondre aux besoins d'innovation des producteurs agricoles de la Naudière. OK, parfait, génial. Donc, moi, c'est ce qui conclurait notre entrevue. Est-ce que vous aviez des points que vous vouliez rajouter à celle-ci? Pour info, là, tu sais, la diffusion de ce projet-là, elle va bientôt commencer à travers les 6 MRC de la région. Et puis, OK. les producteurs doivent recevoir la fiche du projet. Puis, si ils ont de l'intérêt ou qu'ils veulent participer, ils peuvent d'ores et déjà la communiquer avec la zone high-tech, là, M. Antoine Malouin, qui est chargé de ce projet-là. Ils peuvent déjà l'appeler pour avoir de l'information là ou nous contacter nous-mêmes au MAPAC et on va les mettre en contact avec la zone pour pouvoir avoir plus de renseignements pour déposer leur candidature. Ben, génial, c'est parfait ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Bon, j'ai avec moi mon prochain intervenant qui sans doute certains d'entre vous connaissent, donc Charles Bergeron, donc directeur du service d'aménagement et d'environnement de la FUPAL. Puis il était présent en panel au colloque. Donc on va juste reposer les deux questions qui ont été posées à Charles lors de cette journée-là, à savoir quels sont les défis qui, selon lui, ont été observés dans les dernières années en agriculture. Alors, alors merci, Élisée. Ce que j'avais dit à ce moment-là, dans le fond, j'avais surtout parlé je dirais, mettons, de l'eau, Mhm. dans le sens où les enjeux futurs en agriculture, je dirais probablement pour l'ensemble de la société civile, l'agriculture ne fait pas exception, ça va être l'eau.
Nous, dans les faits, l'agricole, on est touché dans la mesure où on a des défis de quantité, on a des défis de qualité, on a des défis d'approvisionnement, mais également des défis de culture dans des endroits sensibles, là, pour nommer notamment le littoral du lac Saint-Pierre. Donc, on sait qu'en région, là, on a près de 2000 hectares cultivés dans le littoral du lac Saint-Pierre avec les défis que ça amène et les contraintes que ça amène. Donc, ce que je mentionnais, c'est que, d'une part, on cultive dans le littoral du lac Saint-Pierre, on nous demande de produire différemment les cultures qu'on y fait déjà. On nous demande de créer un substrat propice à la faune présente, en tout cas qui vient frayer au lac Saint-Pierre. J'avais également parlé de la problématique d'approvisionnement en eau là, pour les producteurs qui cultivent en périphérie du complexe tourbé de la Noret. On sait qu'il risque d'y avoir à moyen long terme, là, même à court terme, on sait qu'il y a des producteurs là, dans les bassins d'irrigation déjà présents qui ont eu là, pratiquement là, dans les années très sèches, qui ont eu des coupures d'approvisionnement ou très près d'avoir des coupures d'approvisionnement. Okay. Donc, on sait qu'entre producteurs agricoles eux-mêmes, peut-être qu'un jour, il risque d'y avoir des conflits parce que il pourrait aussi y avoir des nouveaux joueurs agricoles qui veulent prélever en périphérie, là, ou en périphérie du complexe tourbeux ou dans les affluents qui sont alimentés par les tributaires qui sont alimentés par le complexe tourbeux. Donc, puis il pourrait y avoir aussi des conflits d'usage entre producteurs agricoles et la municipalité, une autre municipalité qui déciderait, on pourrait penser qu'à terme, il pourrait y avoir des conflits d'usage comme ça. Dans le cadre du projet Célano, on avait débuté l'amorce d'une réflexion sur la mise en place d'un réseau là, d'aqueducs qui permettrait d'alimenter les producteurs de pommes de terre et les producteurs maraîchers. Et on irait chercher de l'eau soit au fleuve, soit à la rivière l'Assomption. C'est tout ça, là, c'est bien entendu, s'il fallait que ce genre de projet-là se développe, là, c'est extrêmement onéreux. En même temps, on ne s'est pas rendu jusqu'à proposer, mettons, sur l'ensemble du territoire, un réseau aux producteurs agricoles. Peut-être là encore, là, il y a peut-être là, des liens à faire avec la zone AgTech parce que tout est à mettre sur la table. Là. Est-ce qu'on pourrait penser à un réseau, mettons, à basse pression ou à haute pression? Est-ce qu'on pourrait penser là, il y a eu des discussions autour de la possibilité de pouvoir rendre des bassins d'irrigation, là, mettons, hermétiques. Mais on sait déjà qu'il pourrait y avoir des défis de superficie, des défis de coût. Donc, peut-être que dans la suite de Célano et dans le travail qui est fait en ce moment, là, qui continue par Marie Larocque de l'UQAM, qui était à ce moment-là la chercheure qui était associée au projet Célano, est-ce qu'on pourrait travailler avec AgTech pour développer une solution qui soit une solution, admettons, mécanique ou une solution autre que, admettons, une gestion collective des eaux, ou, admettons, en complémentarité avec une gestion collective des eaux par les producteurs là, qui cultivent autour du complexe La Noret, du complexe tourbé de la Noret, est-ce qu'on pourrait, admettons, développer une solution plus technique, là, peut-être, là. Je pense qu'il y a sûrement là encore la possibilité de pouvoir faire des liens avec la zone AgTech. Sinon, ben voilà, peut-être là, c'est les deux, après réflexion, c'est peut-être les deux endroits où il y aura peut-être possibilité de faire des liens entre de l'innovation, tester des nouveaux équipements dans le milieu, voire à développer des outils, mettons, à moindre coût. Je vois peut-être là deux opportunités de faire des liens avec la zone AgTech et l'agriculture.
Parce que là, de base, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est mis en place pour l'instant sur la gestion de l'eau. Donc, Non. si s'il y a un risque qui est déjà... on peut Ben, déjà le voir, ça veut dire qu'il faut que ça soit mis en place prochainement. tout à fait. Ben, dans le fond, pour ce qui est de la culture dans le littoral, je veux dire, pour l'instant, on va demander aux entreprises agricoles d'adapter leurs pratiques. Euh, et on n'est pas nécessairement là, on n'était pas nécessairement dans l'innovation technologique, mais on était plus dans la modification de pratiques pour répondre mettons, aux contraintes que la réglementation provinciale, là, va imposer aux producteurs agricoles. Donc, est-ce que, admettons, le fait de pouvoir créer, mettons, artificiellement un substrat, admettons, pour permettre la pompe de la perche chaude, là. On sait qu'il n'y a pas que la perche chaude qui ferait là, dans les prairies humides ou dans le littoral, là, mais on sait que c'est l'espèce sentinelle. En tout cas, c'est l'espèce là, qui a pris toute la place dans les dernières années, là, dans le but de préserver l'habitat. Est-ce que là, il y aurait des outils qu'on pourrait, ou mettons ben oui, c'est ça, des outils, des techniques ou des innovations qu'on pourrait mettre en place pour permettre peut-être, là, même si on modifiait les pratiques, de pouvoir créer de l'habitat supplémentaire, ben peut-être qu'il y aurait là quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est peut-être plus particulièrement pour la question de la culture autour du complexe Tourbé de la Noret, ben là, effectivement, je veux dire, pour l'instant, on est encore dans la compréhension de la dynamique hydraulique du complexe Tourbé de la Noret qui n'est pas simple. On n'a pas le projet Célano qui a été dans le fond, qui a été mené sur 3 ans ne nous a pas permis vraiment de comprendre là, l'entièreté de la dynamique hydraulique du complexe Tourbé de la Noret. Là, il y a encore un paquet de zones grises, mais très rapidement, on va devoir possiblement trouver des alternatives, ou en tout cas, ou trouver des manières de faire qui puissent permettre, là, mettons, de pérenniser la ressource, notamment pour les entreprises agricoles elles-mêmes. Et peut-être pour de nouvelles entreprises agricoles qui pourraient vouloir venir cultiver puis irriguer, là, et pour lesquelles, là, je veux dire, on devrait, avec qui on devrait comme partager la ressource, là. Même Parce que dans le fond, si je comprends bien, c'est que ben, la gestion de l'eau, là, on parle du littoral puis des tourbières, mais c'est partout sur le territoire, finalement, là, cette problématique-là. Fait qu'il n'y a pas de solution précise, donc c'est là que l'innovation rentre en compte. Ben, peut-être, là. Oui, c'est ça. Ou que ça serait, en tout cas... Ou ça serait peut-être utile de mettre ensemble, de mettre ensemble, en tout cas, de développer une collaboration avec le milieu de l'innovation, mettons. Oui, peut-être. Ben, on risque d'avoir des coups d'eau importants dans le fond, l'eau risque d'être là, pas vraiment bien répartie durant toute la saison. On risque d'avoir des épisodes de sécheresse plus fréquentes et probablement plus longues. Et puis, en ce qui concerne la question de l'approvisionnement en eau pour le complexe Tourbé de la Noret, ben c'est déjà la situation, elle est déjà dans le sens de dire qu'au moment où les besoins d'irrigation sont très grands, c'est là qu'on a le moins d'eau. C'est là qu'on a le moins d'eau dans les cours d'eau qui sont alimentés par la tourbière. Puis c'est possiblement là où, mettons, les enjeux sont les plus grands pour pomper de l'eau, là, qui pourrait avoir un impact sur le niveau d'eau à l'intérieur de la tourbière. Donc, on sait que quand les besoins sont les plus grands, c'est là qu'on est davantage c'est là qu'on est en étiage, puis c'est là on risque davantage d'être dans des périodes où on va avoir été pendant un certain temps sans eau supplémentaire, là, sans précipitation. Donc, c'est clair que dans le futur, ce qu'on vit là risque d'être exacerbé. Là. Parfait. Donc, la gestion de l'eau est un des principaux défis qui est observable. OK, c'est le défi. Okay. Moi, je considère, là, puis je veux dire, il y a d'autres enjeux qui sont aussi extrêmement importants en agriculture, mais assurément qu'un des enjeux les plus importants, c'est l'enjeu de l'eau.
Ben, Oui. je finirai ça là-dessus. Je trouve que Oui. ça finit bien. Ben, merci beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. répondu à mes questions. Donc, je vais vous présenter un autre invité qui faisait partie du panel au colloque. Donc, vous pouvez vous présenter? Bonjour, mon nom est Catherine Lessard. Je suis directrice générale adjointe à l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Parfait. Puis là, dans le fond, on va refaire un petit peu la conversation que vous avez eue sur scène. Depuis les dernières années, quels changements vous avez remarqués qui étaient importants plus que d'autres, par exemple? Oui, certainement. Moi, je parle surtout au nom des producteurs maraîchers, donc les producteurs de légumes de champ, qui sont les principaux membres de l'association. Mais encore là, je pense que mes propos se rapportent aussi à toute l'agriculture, que ce soit aussi dans la région de la Nodière ou de façon plus large. Donc, une première chose, c'est l'inflation là, qui touche de façon importante là, les producteurs. On parle d'une augmentation des coûts de la main-d'œuvre, des intrants, des fertilisants, les taux d'intérêt aussi qui ont augmenté de façon majeure. Fait que tout ça là, fait en sorte que les coûts de production augmentent, puis qu'en même temps, les prix de vente des producteurs ne progressent pas au même rythme. Donc, nécessairement, on voit une baisse du bénéfice, puis une certaine dégradation là, de la situation familiale, de la situation financière des producteurs maraîchers. Bien sûr, c'est pas toujours la même chose. Non, est-ce que vous voyez une différence? Là, c'est sûr que vous pouvez pas avoir tous les dossiers en tête, mais est-ce que vous voyez qu'en maraîcher, par exemple, l'augmentation ou la diminution des prix est plus forte que dans d'autres productions? Est-ce que les fruits et légumes maraîchers, la stagnation du prix est plus importante? Bien, je pense qu'il y a quelque chose de typique là, ou d'un peu différent des autres secteurs dans le maraîcher, c'est que les producteurs vont vendre directement aux chaînes, dans plusieurs cas là, pour les gros producteurs maraîchers. Donc, la négociation se fait directement avec eux. Puis, il y a quand même je dirais, un pouvoir de négociation qui est très différent. Là. On parle quand même de 3 grandes compagnies versus une diversité de maraîchers. Donc, oui, ça fait en sorte d'avoir de la pression, puis que c'est difficile, là, dans certains cas, de vendre à fort prix, surtout qu'on est en compétition avec les produits américains, du Mexique, puis d'ailleurs. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. J'imagine qu'il n'y a pas juste des concurrents d'ici, il y a les concurrents d'ailleurs qui, eux, peuvent offrir aussi des produits, pas nécessairement avec la même qualité, mais à des prix qui sont ridicules comparé à ce que nous, on doit mettre sur le marché. Oui, parce que c'est pas non plus les mêmes normes. Quand on parle, par exemple, de travailleurs étrangers temporaires, on les paye quand même un salaire là, au salaire minimum d'ici, ce qui est absolument normal. Mais au Mexique, les travailleurs vont être payés beaucoup moins. Même chose pour la réglementation. On a quand même une réglementation agro-environnementale qui est sévère au Québec, puis on en est fiers. C'est une bonne chose. Mais nos compétiteurs n'ont pas nécessairement la même réglementation, puis les mêmes coûts aussi associés à ça. Donc oui, ça l'amène à un petit enjeu, je dirais, d'égalité des normes, de différence entre les conditions de production. Bon, ça, c'était les changements. J'imagine que c'est beaucoup aussi les défis que les maraîchers doivent faire face. Est-ce qu'il y a une partie un peu plus qui est environnementale? Absolument. Je pense que c'est en lien direct aussi avec les changements climatiques. Ça, c'est aussi un changement de plus en plus des épisodes extrêmes là, au niveau des précipitations, périodes de sécheresse, etc. Puis en même temps, on a quand même de la pression, là, les producteurs maraîchers, pour diminuer leur utilisation d'intrants, que ce soit les fertilisants, les pesticides, etc., ce qui est très bien, puis d'avoir des pratiques agro-environnementales plus favorables. Fait que ça aussi, ça l'amène des besoins. Puis les nouvelles technologies là, qu'on développe, entre autres, puis qu'on discute aujourd'hui, nous permettent de faire ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. On arrive avec des technologies qui permettent de rentabiliser ou d'augmenter la rentabilité de nos entreprises, puis en même temps, d'avoir un impact agro-environnemental intéressant là, dans certains cas. Est-ce que vous avez en tête des solutions concrètes? Absolument. Au cours des dernières années, il y a eu un gros développement de solutions de désherbage automatisées. On a vu, par exemple, là, des désherbeurs par laser qui se sont développés. D'ailleurs, il y a un producteur dans votre région, dans la Nodière, qui en a fait l'acquisition. Ça, ça peut très bien fonctionner, réduire les besoins en main-d'œuvre, puis également, bien sûr, ça remplace là, l'utilisation de pesticides. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres désherbeurs qu'on a vus qui sont davantage mécaniques, avec des pinces et tout. Aussi des pulvérisateurs de précision qui diminuent la quantité de pesticides utilisés. Puis il y a vraiment un virage que je vois des producteurs maraîchers de grande taille et de moyenne taille là, vers ce genre d'outils de désherbage là, qui leur permettent de sauver beaucoup en main-d'œuvre, en coût, puis de diminuer leur utilisation d'intrants également. Dans le fond, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux maraîchers qui pourraient écouter ce balado-là sur le fait de s'impliquer peut-être ou prendre contact avec certains acteurs du milieu?
Bien, certainement. J'encouragerais les producteurs intéressés à communiquer avec le réseau d'innovation en expertise horticole qui travaille vraiment à faire le maillage entre les compagnies et puis les producteurs. Ils ont aussi développé un outil de répertoire des nouvelles technologies, qu'est-ce qui permet de voir toutes les options qui sont à leur disposition. Parfois aussi être mis en place, être mis en relation avec les compagnies qui font des démonstrations, d'autres choses qui permettent de voir comment ça fonctionne. Qui peuvent dire aussi, bien ça c'est une technologie intéressante, celle-là, ou on est peut-être mieux d'attendre encore quelques années. Alors, on a une conseillère en innovation, Ismeri Hernandez, puis je conseille aux producteurs de communiquer avec elle, puis d'en profiter pour échanger, puis de suivre les activités. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur la situation ou ça fait globalement le tour? Je pense que ça fait le tour. Parfait, génial. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode de balado aujourd'hui, qui est un petit peu différent d'habitude. J'espère que vous avez apprécié tout autant, ou du moins vous avez appris certaines choses que vous ne connaissiez pas sur la zone high-tech. Donc, on se voit le mois prochain pour un nouvel épisode. Et donc, bonne journée à tous et merci beaucoup d'avoir cliqué.